On réunit une somme avec des contributeurs, comme au crowdfunding, et grâce à cette somme, on va aller acheter toutes les datas qui sont liées à un jumeau. Donc votre grand-mère qui a, en 1920, pris une photo de Notre-Dame de Paris, c'est totalement intéressant pour nous. Pour recréer aujourd'hui des monuments, parfois même détruits ou partiellement endommagés, il faut des données, beaucoup de data, des images et puis des représentations d'époque et toutes sortes de données, y compris chiffrées. Collecter ces données et les rendre exploitables grâce aux jumeaux numériques, c'est la mission que s'est fixée la société Layers. Bonjour Yann Toulek. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique d'une start-up qui s'appelle Layers. Alors vous avez mis au point un système pour fabriquer des jumeaux numériques, de monuments notamment. Est-ce qu'on peut d'abord rappeler ce que c'est qu'un jumeau numérique ? Alors pour nous, puisque le terme a été galvaudé pendant des années, pour nous le jumeau numérique c'est simplement l'ensemble des datas qui sont liées à un monument par exemple. Donc ça peut être de la photo, de la vidéo, des mesures, de la texture, de l'acoustique, etc. Tous les éléments qui peuvent être stockés de manière digitale et qui sont liés à un monument. Ça, c'est pour nous les jumeaux numériques. À partir de cette data, on peut faire plein de choses, on va en parler. Mais ce qui est innovant chez vous, c'est comment vous fabriquez votre jumeau numérique et à partir de quelles données surtout ? Tout à fait. Alors, le but pour nous, c'était de rassembler donc l'utilité de l'IA et l'utilité du Web3 et de la décentralisation. Donc, le but pour nous, c'est rassembler via une méthode de crowdfunding l'ensemble des datas liées à un jumeau, donc faire financer l'achat de cette data auprès du plus grand nombre. C'est-à-dire on réunit une somme avec des contributeurs, comme au crowdfunding, et grâce à cette somme, on va aller acheter toutes les datas qui sont liées à un jumeau. Donc votre grand-mère qui a, en 1920, pris une photo de Notre-Dame de Paris, c'est totalement intéressant pour nous. Avec cet ensemble de datas, donc, qui est dynamique, on va être capable d'extrapoler, donc de générer des modèles 3D qui sont les plus proches des besoins des industries créatives et également les plus proches de une particularité. La face nord de Notre-Dame en 1926, on est capable de savoir exactement à quoi ça ressemblait, quel était le niveau de vieillissement, etc., etc. Parce qu'en général, les jumeaux numériques sont réalisés à partir d'une captation sur place, ou de la reconstitution sur place, etc. Et ensuite beaucoup de travail, on va dire artisanal à la machine, donc de 3D, de modeleurs, etc., qui eux redessinent les contours trait par trait, polygone par polygone. Nous, le but, c'est d'agréger le maximum de data et via une intelligence artificielle qu'elle soit capable, elle, d'émuler ce travail et donc de elle-même faire l'export et de faire le modèle 3D correspondant aux besoins du client. Donc un peu comme un prompt aujourd'hui sur Midjourney, que quelqu'un soit capable de dire je veux Notre-Dame en 3D photoréaliste en 1926 et l'intelligence artificielle va aller chercher dans l'ensemble de data, quelle qu'elle soit, les informations qui lui permettent de générer du coup directement ce modèle. D'accord, et c'est vraiment ça, le cœur de votre innovation qui vient du CEA, c'est ça ? Tout à fait, c'est une technologie qui est partagée avec le CEA pour la partie intelligence artificielle et l'autre partie innovante est donc cette manière de faire du crowdfunding via le Web3 et via une administration décentralisée qu'on appelle donc une DAO. Les fameuses DAO, on pensait que c'était très théorique et que ça servait pas forcément à grand chose, donc vous prouvez qu'il peut y avoir des utilités très concrètes. Tout à fait, la décentralisation d'une gouvernance c'est quelque chose qu'on peut trouver un peu partout, dans n'importe quelle association, etc. Le fait de l'inscrire sur la technologie qui est la blockchain, qui rend de manière absolue et obligatoire les votes et la décentralisation, ça c'est nouveau et c'est un vrai gage de transparence par rapport aux fonds qu'on agrège et qu'on redistribue. Bien sûr. Alors ils servent à quoi ensuite ces jumeaux numériques ? Ces jumeaux numériques servent principalement à toutes les personnes qui vont avoir l'usage de la 3D ou de données liées à un monument. Donc, on peut penser évidemment aux technologies immersives, les jeux vidéo, la VR, etc. Mais un des grands axes d'utilisation qui arrive, c'est les virtual studios. Donc, ces studios virtuels qui ont été utilisés pour tourner The Mandalorian, etc., qui ont été les premiers POC de ça, et qui aujourd'hui sont en train de se développer à vitesse grand V, grâce à l'aide du gouvernement français, du CNC, etc., et qui eux ont un besoin constant d'être capables de produire des environnements 3D très rapidement et avec des contraintes très particulières de lumière, de qualité, etc. Donc pour le coup, la manière, nous, de produire de l'asset 3D est tout à fait optimisée pour leur pack de production. L'époque, les proof of concept. Donc l'avantage, il est quoi ? Il est avant tout technologique ou économique ? Technologique, pour le coup, on sait on n'a pas directement de concurrents qui travaillent sur la même intelligence que nous, mais Sébastien pourra en dire un peu plus après.
Économiquement, en tout cas, c'est un vrai cercle vertueux entre des contributeurs qui, eux, trouvent un intérêt pour la préservation du patrimoine et qui sont rewardés sur l'utilisation qui est faite de leur contribution. Donc, rewardés, donc récompensés. Récompensés, oui, pardon. Qui sont récompensés à chaque fois qu'il y a une utilisation du modèle du jumeau numérique. Eux touchent une récompense par rapport à ça dans notre token propriétaire. Donc c'est surtout cet écosystème décentralisé et assez vertueux qui pour nous est le plus disruptif. Qu'est-ce que vous avez collecté à ce jour comme data pour réaliser quel modèle, quel jumeau? Alors, on a fait l'abbaye de Montbajour, qui était notre premier proof of concept, et aujourd'hui, on est assez fiers d'avoir récupérer les droits sur les photos de Toutankhamon, donc des éléments qui étaient dans le tombeau de Toutankhamon. Oui, parce que les photos de Toutankhamon, ça doit être assez rare, hein. D'où notre fierté. On est d'accord. Non, des photos de tous les éléments qui sont dans la tombe de Toutankhamon, donc qui pour le coup ne sera plus visité pendant des années par une directive du gouvernement égyptien. Ouais. Ce qui nous permet du coup nous de faire la 3D de ces éléments dans une assez bonne qualité. Donc voilà, donc c'est un de nos premiers jumeaux et dont on est assez fiers. Ouais. C'est assez incroyable parce qu'on se rend compte que finalement ces jumeaux numériques, ces modèles, et ben derrière ça, il y a des questions de droit, de propriété intellectuelle, d'accès à l'œuvre ou au monument que vous voulez cartographier, etc. C'était un des gros enjeux, c'était quand même que la chaîne de droit par rapport à tout ça. Donc sur des monuments historiques, on est à peu près tranquille parce que l'auteur de Notre-Dame étant mort depuis plus de 70 ans, par exemple, on est assez tranquille. Mais si on pense à un musée, par exemple, un musée, c'est juste une chaîne d'ayants droit par tableau extrêmement complexe à avoir. Donc on a commencé par les monuments historiques. Les plateformes suivantes iront chercher dans le domaine du sport, dans le domaine de la mode, dans le domaine des éléments fictifs. Et on sait que ça va être une autre paire de manches et qu'il va falloir aussi réussir à automatiser cette chaîne de droit par la blockchain, par les droits de suite et toutes ces choses-là, qui va être un gros chantier pour l'avenir. Ouais. D'accord. Alors, on parle des monuments historiques, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres. Ça peut servir à d'autres choses. Oui, tout à fait. Là, la première plateforme, donc qui est sortie en alpha le 15 septembre, s'applique aux monuments historiques. On prévoit d'en lancer 2 l'année prochaine. Une qui s'appelle Supporters sur le patrimoine sportif et une qui s'appelle Fashioners sur le milieu de la mode. Voilà. Et si j'ai des images, des données qui peuvent vous intéresser, comment je fais Quand la plateforme va sortir cette fois de manière définitive, donc même pas en bêta, il y aura un endroit où vous pourrez juste dire je peux contribuer en déposant tel fichier. Ce fichier sera vérifié par notre intelligence artificielle comme quoi il est pertinent et il représente bien cette chose-là. Et à partir de là, vous aurez une rémunération qui vous sera proposée en échange des droits sur cette image. C'est une rémunération de quel ordre ? Impossible à dire. Si vous avez une vraie photo de Toutankhamon, ça peut monter très cher, par exemple. Sébastien Malcotti, vous êtes directeur général et cofondateur de Layers, plus spécifiquement en charge de l'aspect technique. Alors, expliquez-nous un peu dans le détail comment fonctionne votre jumeau numérique. Donc nous on travaille sur un algorithme d'intelligence artificielle, enfin plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle qui s'appellent les NeRF, Neural Radiance Field, et les LeRF, dont je n'essaierai même pas de traduire l'acronyme. C'est un type d'IA dont le concept a émergé il y a 2-3 ans et qui, contrairement aux IA qu'on connaît aujourd'hui, tels que GPT ou d'autres IA, des IA génératives, ouais. Là permet vraiment de créer des espaces virtuels en 3D. Donc on est vraiment dans de la spatialisation. On n'est pas que dans de la représentation ou de l'image. On crée vraiment des espaces numériques. On est très proche finalement du concept de métaverse avec un monde parallèle numérique, mais on est vraiment dans cette logique de pensée-là, de créer des espaces digitaux. D'accord. Vous m'avez montré sur écran juste avant qu'on commence cette interview une représentation d'une abbaye, je pense, mais on a l'impression que c'est une vidéo. C'est ça que vous arrivez à fabriquer ? Exactement. Alors il y a effectivement plusieurs procédés qui sont mis à profit dans ce genre de production. Il y a une première couche d'intelligence artificielle qui va faire de l'interpolation. C'est-à-dire on a des données avec des points de vue particuliers et on va avoir une première IA qui va créer toutes les données manquantes entre ces points de vue.
D'accord. Donc ça, c'est le premier niveau. Et deuxième niveau, on a effectivement une IA qui va reconnaître chaque point de vue, enfin chaque endroit où est placé le capteur, pour du coup derrière refaire de la triangulation de manière assez classique, très proche de ce qu'on fait aujourd'hui en photogrammétrie, mais de manière complètement automatisée et intelligente, pour justement recréer ces espaces en 3D. Aujourd'hui, l'état de l'art de la technologie, de cette technologie NeRF, permet de faire des rendus en 3D. Donc là, on n'est pas sur de la vidéo, mais on n'est pas sur un modèle non plus. Et justement, la spécificité de notre approche, c'est que nous, on utilise ces technologies-là pour créer des mèches, donc le squelette 3D classique, avec un système maillé, quoi. Voilà, exactement, un maillage avec des textures, de sorte que, un petit peu comme Adobe l'a fait avec l'IA générative de Photoshop, c'est de passer de quelque chose de très B2C qui permet de faire de très jolies images comme Midjourney à quelque chose qui est utilisable par les professionnels dans un pipe de production professionnel, et donc d'être utilisable dans les logiciels professionnels, Maya ou tout autre logiciel de 3D. Mais nous, c'est vraiment cette spécificité-là qu'on apporte. C'est d'utiliser cette technologie-là pour créer du modèle, alors qu'aujourd'hui, elle n'est utilisée que pour créer du rendu. D'accord. Donc vous, en fait, vous voulez dire que c'est exploitable derrière. On peut, à partir de ce que vous créez, fabriquer, je sais pas quoi, des décors, du jeu vidéo, des choses comme ça. Exactement. Donc l'idée, c'est de relaisser quand même, de laisser de la place aux 3D artistes, puisque dans un jeu vidéo, il y a une ligne artistique. On n'est pas sur un jumeau de la réalité, jamais en fait, puisqu'il faut qu'il y ait de l'interaction, il faut qu'il y ait des objets particuliers, faut que le jeu il ait un contexte, le jeu ou l'expérience elle a un contexte particulier. C'est pas le reflet de la réalité. Donc d'ailleurs le terme de jumeau numérique est un peu abusif puisqu'on est plus sur un miroir finalement ou un reflet de la réalité. Avec forcément une légère déformation. Et du coup, aussi, laisser la place au studio, aux 3D artistes, de venir replaquer la ligne artistique du projet sur ces modèles-là. Ouais, en fait, plus que de la vidéo, je disais tout à l'heure, c'est plus comme dans un jeu vidéo, c'est-à-dire un univers 3D statique, mais dans lequel on peut se promener, dans lequel on peut évoluer, c'est ça? Dans lequel on peut évoluer, avec lequel on peut interagir, avec lequel, dans lequel en fait, parce que dans les 3D, il y a aussi une question de lumière. Si je fais un jumeau numérique d'une abbaye à côté de Arles à 16h en été, j'ai des ombres très nettes. Si demain matin je veux faire un projet qui se passe en pleine nuit avec des phares qui éclairent cette abbaye, si j'ai mes ombres de 16h, je vais avoir une vraie dissonance cognitive pour l'utilisateur. Donc il y a aussi toute cette logique-là de savoir neutraliser une scène complètement en termes de lumière, même de densité de l'air, de plein de choses, pour que justement les créateurs puissent complètement s'en ressaisir derrière et immerger leurs utilisateurs. C'est-à-dire que vous avez des images de l'abbaye en question prises avec une certaine lumière à une certaine heure, etc. Vous arrivez à enlever la lumière et à ne plus garder que les murs? C'est ça que vous voulez? C'est ça? Une lumière, en fait, on passe d'une lumière naturelle à une lumière scène. Ok. Où c'est la lumière que l'artiste va pouvoir appliquer dans sa scène qui va éclairer réellement le modèle. Ça n'existait pas, ça, jusqu'à présent? Si, c'est des jumeaux numériques et des modèles de monuments historiques. Mais pas fait de cette manière-là. Pas fait. Et peut-être juste à titre de comparaison, dans Assassin's Creed, qui fait pas mal de bruit, la reconstitution de Notre-Dame, juste Notre-Dame, c'est plus de 5000 heures de travail manuel. Donc oui, ça existe déjà, mais aujourd'hui, c'est un luxe de grands studios de pouvoir réellement travailler sur de la donnée historique, parce que ça coûte très cher, la captation coûte très cher, l'assemblage des données coûte très cher, et justement l'addition d'une ligne artistique est très difficile. Oui, donc vous allez démocratiser en fait l'accès à ce type de données pour les... Nous, clairement, sur les 5000 heures, l'ambition est de réduire d'un facteur 100. D'accord. On aimerait bien plutôt à 50 heures qu'à 5000 heures. Et donc évidemment que derrière ça, il y a une démocratisation. Et pour aller un peu plus loin dans la démocratisation, on pense vraiment l'interopérabilité de ces modèles, de sorte que un jumeau puisse être utilisé dans différents environnements de création, différents logiciels, différents moteurs de jeu ou autres, pour que on sorte aussi du problème actuel qui est souvent on a un jumeau, une application.
je fais un jumeau pour faire une expo VR. Et je peux pas la réutiliser. Et je pourrais jamais la réutiliser parce qu'en fait la captation a pas été pensée pour ça. Comme nous justement, on s'abstrait du problème de captation par l'utilisation de l'IA, ça permet derrière d'avoir des modèles beaucoup plus multi-usages. D'accord. Est-ce que malgré tout, vous êtes dépendant des données que vous mettez en entrée? Est-ce que vous avez suffisamment de données? Est-ce que parfois il vous manque pas des cases, des choses? Eh bien, c'est tout là où en fait on va rentrer dans une logique communautaire, c'est que quand il nous manquera des données, ce qu'on va proposer justement à nos contributeurs, c'est du bounty hunting, je sais pas le dire en français, chasseur de primes, des petites annonces pour que finalement, je sais pas, il manque la voûte d'entrée de l'Opéra Garnier. Si vous avez ça chez vous, soit vous avez ça chez vous, soit si vous allez les prendre maintenant, et vous êtes les premiers à les poster sur la plateforme et qu'elles soient validées, vous touchez la récompense. D'accord. Ah oui, parce que ça peut se trouver, ça peut se faire. Enfin, il suffit d'aller sur place et de faire des photos. Après, il y a des données qui sont effectivement beaucoup plus rares. Si je veux des photos du temple de Palmyre avant destruction, ça va être beaucoup plus dur d'aller chercher. Mais je crois qu'il y a une start-up française qui travaille là-dessus. Hein. Mais aussi, c'est aussi une opportunité pour des institutions type la Bibliothèque nationale, qui a des immenses fonds photos dans Gallica, de trouver aussi d'autres applications, d'autres manières de valoriser ces fonds-là. Puisque eux, en fait, des données, ils en ont déjà beaucoup qui sont non exploitées. Et donc, c'est aussi une nouvelle manière d'exploiter ces fonds-là. Je dis Bibliothèque nationale, mais typiquement, l'INA est tout à fait concernée par cette problématique-là. J'ai une masse de données à laquelle je dois trouver de la valeur, en fait. Et donc, nous, on est aussi une piste de sortie pour ces organisations-là. Bon, et les gens qui nous écoutent, alors si ils pensent avoir des données intéressantes pour vous, qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, les fonctionnalités pour justement faire remonter de la donnée vont être disponibles à partir de fin novembre. Donc, je leur donne rendez-vous sur Builders avec un 3 à la place du .io, donc BUILD 3rs.io pour venir nous proposer leurs données, contribuer au financement de jumeaux numériques ou venir trouver des assets 3D, des modèles 3D pour leur projet. Eh ben super, comme cette interview sera encore en ligne et disponible après le mois de novembre, on espère qu'ils seront nombreux à la trouver. Merci beaucoup. Merci à vous.